Ça tourne. Ok, très bien, bonsoir. Donc je m'appelle Goulen Rabou, je suis développeur chez Green Bureau. Donc on est une start-up et on fait des trucs facilitent ta vie au fait. C'est vraiment tous les trucs chiants que vous avez dans la vie courante. Donc en gros, gérer vos factures et attendre au téléphone. Faire la vaisselle. Voilà, donc en fait, en gros on fait des petits robots qui attendent à votre place quand vous avez appelé une hotline et on fait des petits robots qui vont charger vos factures et les ramener dans un seul endroit, dans un service de stockage. Et on est entièrement en Python. Par contre, ça marche pas. Tu peux pas changer de truc, pourquoi? Ça marche pas ton clavier. Ah, ça y est. Voilà. Bien. Bon. Ok, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce mois, effectivement, on peut choisir Python et Django aujourd'hui. Donc voilà, dans l'historique du web, pendant très longtemps, PHP était un petit peu la solution par défaut, donc c'était facile, c'était partout. Donc vous avez un serveur, vous saviez que c'était disponible. Mais bon, c'est un langage avec beaucoup de bizarreries, tout en double. On a tout en classe et on a tout en fonction. On a beaucoup de fonctions qui se ressemblent, presque pareilles, mais pas tout à fait pareilles, et qui font pas tout à fait la même chose, mais on s'en rend compte que trop tard. C'est un langage qui a une courbe de progression assez plate, donc c'est assez facile au départ, et puis très rapidement en fait on a atteint le plateau et il ne se passe jamais plus rien après. Donc quand on va faire des trucs un petit peu plus sexy, un petit peu plus évolués, on est un petit peu frustré. Et puis comme c'est un langage qui a été fait pour le web, effectivement il n'y a pas grand chose en dehors. Bon, il y a eu quelques petites tentatives pour faire du client lourd, des choses comme ça, pour faire des démons, mais c'est pas forcément super. À l'opposé, on avait le Java. Donc Enterprise Ready, c'est pas pour les fans de Star Trek, désolé. Présent partout, donc ça qui est bien, c'est que, alors il est aussi présent partout mais pour d'autres raisons, sur le serveur, sur le desktop, et même maintenant sur les téléphones via Android. Mais voilà, bon c'est un peu lourdingue à écrire, c'est un peu lourdingue à lancer, bref c'est du Java. Alors le futur, tout à l'heure on a une petite présentation sur le sujet. C'est qu'on va avoir du JavaScript aussi côté serveur, donc tout le monde trouve ça super aussi. Donc, gros effort de... Donc l'idée effectivement qu'avait dit Médéric, c'est qu'on va avoir effectivement la même stack du sol au plafond, et gros effort effectivement de R&D. Et bon, ça reste du JavaScript, donc selon moi c'est en soi quand même un vrai problème quand même. Parce que le langage, alors contrairement à l'idée qu'on a, la plupart des gens pensent que c'est un langage simplet. Parce qu'effectivement pendant très longtemps c'était effectivement faire 2-3 effets dans les pages. C'est pas vrai. C'est au contraire un langage qui, en vrai, est extrêmement ardu, parce que ça a été fait par quelqu'un qui était très doué, mais qui a été passionné par la programmation fonctionnelle. Donc en fait, JavaScript c'est un langage qui est inspiré par Lisp. Et donc la plupart des gens ne savent pas ça. C'est pour ça qu'effectivement on essaye de coder les paradigmes de programmation orientée objet par exemple dessus, et ça ne marche pas du tout, parce que c'est pas fait pour ça. Et ça donne effectivement un résultat qui en général est du code qui est de très mauvaise qualité. Alors par ailleurs, comme il a été codé au départ en une semaine, effectivement il y a des glitches à la con, et qu'on se traîne encore aujourd'hui parce qu'effectivement comme il faut garder la compatibilité, on garde encore l'héritage de certains trucs bizarres, donc du style on associe 25 tableaux, c'est l'ensemble, 25 tableaux vides c'est false, mais on en met 26, on ne sait pas pourquoi, on passe à trou, des conneries de ce genre-là, des séries on en trouve plein. Voilà, donc pour moi l'idéal ce serait de trouver un langage simple d'usage, donc qui effectivement ne nécessite pas pour commencer des prérequis monstrueux, facile à lire et à relire, parce que finalement le code, vous allez l'exécuter, c'est vrai, mais vous allez surtout devoir l'écrire une fois, donc plus c'est concis, mieux c'est, et le relire et le re-relire, donc moins il est difficile à lire, par exemple parce qu'il y a 25 millions de parenthèses comme en Lisp, mieux c'est. Suffisamment rapide, donc pour moi la question de la rapidité, en général c'est une fausse question, on verra ça après. Riche fonctionnellement, que vous puissiez tout faire, que vous ne soyez pas limité, parce que vous avez un truc qui n'est pas prévu au départ et qui le bloque. Bref, qui maximise votre productivité, puisque l'objectif, au final, c'est quand même effectivement d'essayer de produire des fonctionnalités pour votre client au sens général du terme, que ce soit dans un interne, dans une boîte, donc c'est les services qui vous posent qui vous demandent des produits, ou parce que vous êtes un freelance ou dans une agence. Voilà. Donc c'est, de mon point de vue, aujourd'hui Python qui répond le mieux à cette définition. Donc créé en 91, donc à ce titre il est plus vieux par exemple effectivement que Java ou PHP qui ont été créés vers 95 ou JavaScript. Pas non plus trop vieux, donc comme disait tout à l'heure Médéric, c'est pas non plus du COBOL, faut pas déconner. C'est un langage de script généraliste, donc qui au départ effectivement a été conçu pour servir un petit peu tous les usages, pas uniquement orienté web,
comme PHP ou JavaScript était au départ. Un langage facile à apprendre mais puissant en fait. Hein. Contrairement, alors tout à l'heure, Médéric avait une courbe qui était comme ça. Je suis pas tout à fait d'accord, moi je pense que la courbe de JavaScript elle est comme ça. En fait. C'est-à-dire qu'au début c'est simple, puis après effectivement c'est très compliqué, puis bon après effectivement, je pense que la courbe de Python, et c'est à peu près le seul langage au monde qui est comme ça, elle est comme ça. C'est-à-dire que les choses simples sont simples, les choses, puis plus vous allez avancer, plus ça vous est monté, mais vous ne trouverez jamais de fin. Quasiment. Faut quand même finir par là. Mais c'est contrairement à la plupart des langages où PHP ça serait comme ça, Perl ça serait ou C ça serait comme ça. Alors que vous allez galérer comme des malades pendant des années, puis un jour vous avez compris comment ça marche, ça explose. Là c'est une courbe, donc effectivement qui est très favorable à l'amélioration, puisque chaque fois que vous découvrez un truc, vous vous rendez compte effectivement que vous pouvez aller un peu plus loin et progresser de plus en plus, sans rencontrer de limites liées au langage. Donc la principale originalité de Python, premier abord, quand on découvre, contrairement à la plupart des langages, comme PHP, JavaScript, etc., c'est que l'indentation est significative. C'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé les accolades ou les points-virgules pour définir la forme de votre code. En fait, c'est l'indentation de votre code qui le décide. Ça se traduit par un code qui est très facile à lire. Il n'y a aucune parenthèse ou point-virgule, etc., qui viennent bloquer la lecture. Très peu de caractères spéciaux, donc pas d'accolade en particulier. Et donc un typage dynamique fort, donc contrairement à PHP ou JavaScript, donc si vous mixez une variable en chaîne et une variable texte, ça va essayer de faire un blurb pour essayer de définir le résultat. Là non, on va vous dire carrément qu'on ne peut pas mélanger un int et une string sans vous avoir dit en tout cas comment faire. Donc, petite slide pour essayer de comparer un petit peu vite fait comme c'est, donc ce que ça donnerait. Donc là, un code en PHP, donc voilà une petite boucle en fait, et dans la boucle on va aller chercher ce qui se trouve dans ce tableau-là. La même chose dans le JavaScript. Donc en fait, c'est essentiellement là que vous allez voir la différence. Et donc en Python, donc, comme je vous disais, l'indentation est significative, donc il n'y a pas de point virgule, il n'y a pas d'accolade pour définir une fonction. Et en fait, donc, dans la boucle, en boucle, on le dit, tu pars de 1 et tu boucles tous les 3 par exemple, ce qui est beaucoup plus simple et concis que de faire un for i, vous pouvez définir que la variable est là, sinon effectivement c'est une variable globale, etc. Enfin, c'est tous les petits pièges, là par exemple de JavaScript, donc à présent. Pareil en PHP, effectivement, il faut bien lui préciser comment lui dire de faire sa boucle. Donc là, il y a des moyens plus concis. PHP aussi est ce qu'on appelle battery include. Donc la bibliothèque standard est très très riche et de bonne qualité. Alors, n'est-ce pas, JavaScript n'était pas très la bonne qualité, c'est plutôt sur la richesse, parce que en standard JavaScript n'a pas grand chose effectivement. Donc ce qui a amené notamment NPM, et donc pour rebondir par exemple effectivement sur le fait qu'il fallait créer effectivement une librairie pour faire un LFPad. Bon, c'est un peu dommage. Bon. Mais le vrai problème de LFPad, il n'est pas là en fait. Le vrai problème, il est plutôt effectivement, il n'est pas que les gens aient eu besoin d'utiliser cette fonction-là, il est plutôt effectivement le traitement qu'il y a eu par l'entreprise qui gère NPM. Parce que c'est pas contrairement par exemple à Python qui est géré par une fondation, NPM est géré par une entreprise privée. Et eux en fait ils gèrent les choses en fonction, comme une entreprise privée. C'est ça le vrai danger, il est là en fait, dans l'histoire d'NPM. Il est que c'est une entreprise privée qui va gérer les choses en fonction de ses intérêts, et les avocats de geeks qui sont venus lui dire nous on va vous faire un procès si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, et ils ont cédé en fait à la pression d'avoir un gros procès. Donc de nombreux packages disponibles sur PyPy, ou sur GitHub évidemment maintenant. Une des fonctions qui m'a le plus intéressé quand j'ai commencé avec Python, qui n'existait pas dans PHP en tout cas à l'époque, c'est ce qu'on appelle l'isolation d'environnement. Donc si vous avez besoin de projets qui ont besoin de faire appel à des versions différentes de Python ou à des librairies différentes, par exemple vous êtes en train de faire une V1 et une V2 du même projet, avec PHP en tout cas c'était super galère par exemple d'avoir PHP 4 et PHP 5 sur la même machine. Je ne sais pas ce qu'il en est encore aujourd'hui, mais c'était pas simple, il fallait jouer avec les variables d'environnement ou des trucs comme ça. Là en fait, c'est très très simple, et c'est même intégré en Python 3, de créer effectivement un environnement virtuel qui va avoir toutes vos dépendances pour ce projet ou cette version de votre projet. Donc par exemple, vous travaillez d'une V1 et une V2, on peut switcher très simplement et vérifier que son code fonctionne bien dans les deux versions, par exemple, si vous avez besoin de faire la transition. Dans l'ensemble, alors ça c'est aussi une petite pique pour JavaScript et pour PHP, où souvent effectivement on a 12 trillions, pour une même fonctionnalité on a 12 trillions de packages, donc il faut commencer par passer quelques semaines à trier pour arriver à trouver le package dont vous pensez qu'il a une espérance de vie
parce qu'il va être soutenu par suffisamment de gens, qu'il est de bonne qualité, qu'il fait ce que vous voulez exactement. Voilà. Ça, c'est toujours un petit peu le problème. Là, en général, il n'y a qu'un seul package et il est de bonne qualité. Donc, au moins, on ne perd pas de temps trop. Dans la... Enfin, un des meilleurs articles, je trouve, sur comment définir Python, donc, qui est fait par ces gens-là, j'ai repris leur expression, mais c'est effectivement meilleur nulle part, mais excellent partout. Donc, contrairement, par exemple, à Ruby, qui va être très très bon dans certains domaines, mais par exemple, il va être nul pour des analyses scientifiques, parce qu'il a une gestion de la mémoire qui est assez catastrophique, contrairement, par exemple, à PHP, bon, on n'utiliserait pas forcément pour faire, je sais pas, de la GUI ou choses comme ça. Python n'est jamais excellent, mais il est toujours, enfin jamais le meilleur, mais toujours excellent. On va en trouver plein pour les stats, etc. Donc, voilà, quel que soit votre domaine d'application, il y aura toujours des choses de très bonne qualité disponibles sous la main. Donc ça, c'est le... Quand on lance l'interpréteur Python, si on tape import this, alors this, en Python, contrairement à la plupart des langages, c'est pas le mot-clé réservé pour désigner l'objet, c'est self. Et donc effectivement, ça avait été un petit mojo qui avait été créé lors de la première conférence Python, donc qui doit avoir 25 ans. Et il reste tout à fait d'actualité, je trouve. Donc sans détailler complètement, enfin, on retrouve des choses qui sont très très importantes pour Python, donc effectivement, qu'il vaut mieux effectivement essayer de faire les choses de façon élégante, si possible d'une seule façon, c'est pour ça qu'il n'y a généralement pas 25 millions de packages pour faire la même chose, qu'il est important de pouvoir lire le code en fait, donc c'est important d'avoir du code vraiment très clair. Et bon, une petite... sur les choses, effectivement, il vaut mieux faire les choses, effectivement, prendre son temps pour les faire bien. Alors, pourquoi ne pas choisir Python? Il y a essentiellement, je dirais, deux raisons. Donc la première, effectivement, je disais, c'est la notion de performance. Alors Python, c'est un langage interprété qui a des performances tout à fait satisfaisantes pour la plupart des temps, mais souvent, effectivement, les gens se disent « Ah oui, mais effectivement, j'ai entendu qu'il y a... » Alors, ça peut être Node, ça peut être Go, ça peut être Rust, whatever, on s'en fout. Il est plus performant. C'est vraiment un faux problème quand on fait du développement web. Parce qu'en général, effectivement, comme disait Médéric, le problème c'est que la plupart du temps, un serveur, il attend. Il attend une réponse d'un client, puis ça peut être la base de données, ça peut être le serveur web, etc. Donc si votre serveur, il attend, effectivement, ce qu'il faut, c'est trouver une solution pour qu'il attende de façon intelligente. Mais globalement, ce qui est important aujourd'hui, c'est dans l'historique du web. Donc effectivement, au départ, on a fait des scripts qui étaient essentiellement statiques avec un ou deux formes en CGI. Ensuite, on a fait effectivement, à l'époque du lancement de Symfony, etc. Donc c'était la grande époque, effectivement, on faisait des frameworks en ASP. Et donc aujourd'hui, si vous faites un site web, il faut s'orienter vers une infrastructure de microservices où vous allez avoir effectivement les différents aspects de votre projet. Donc typiquement, il va y avoir le front, il va y avoir peut-être une admin, enfin, probablement une admin, un service peut-être de facturation, etc. Et évidemment, il faut éviter que tout soit dans un gros monolithe en fait, qui va être compliqué à maintenir. Faites discuter tout ça au travers effectivement d'un outil réseau. Ça peut être simplement du HTTP à l'intérieur même de votre infra. Ça peut être d'autres choses. Et donc voilà, ce qui est important, donc ça c'est Cal Anderson, c'est le directeur technique de Flickr quand le service était lancé. Donc, ça remonte à une dizaine d'années cette phrase, mais elle reste tout à fait vraie. Ni les langages, ni les librairies, ni les frameworks scale, c'est les architectures. Donc ce qui est important, c'est pas de se dire ouais effectivement je vais utiliser le dernier framework à la mode qui va me garantir que ça marche. Non, ça ne marchera jamais. Parce que si vous l'utilisez mal, forcément ça finira mal. Ce qui est important effectivement, c'est de bien découpler votre infrastructure et de se dire il y a des endroits où ça ne sert à rien d'optimiser parce que vous n'aurez jamais de problème. Vous pouvez peut-être travailler comme un cochon, faire aucune optimisation sur les accès DB de votre admin, mais comme il y aura 3 pleu qui viendront, c'est pas grave. Par contre, votre front, si tout se passe bien, il sera utilisé par plein de monde, donc ça m'intéresse que ce soit bien fait. Donc ça permet effectivement de découpler, de travailler les endroits qui sont intéressants, et éventuellement d'ailleurs de remplacer Python si vraiment ça pose problème. L'autre deuxième point, pour moi, c'est le développement côté client. C'est, je dirais, pour moi, le point faible le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, il y a 2-3 trucs pour le desktop via des bindings Qt. Bon. Mais le vrai problème, effectivement, c'est que vous ne ferez pas, effectivement, du mobile ou du web, donc avec un transpiler Node.js,
en JavaScript, en Python. Donc effectivement, par exemple, ça veut dire que sur le client, vous continuez à faire du JavaScript. Donc ça, c'est l'argument effectivement de dire qu'on a toute la full stack en JS. Effectivement, quand vous faites du Python, vous devrez continuer à faire du JS côté serveur, côté client. Je vais y arriver. Donc Django, donc c'est le framework le plus connu dans le monde Python. Il a été créé donc au départ pour un journal qui s'appelle le Lawrence Journal, qui est la ville de Lawrence. Quand vous voyez Google Maps, enfin Google Earth plutôt, en fait, ça descend sur une ville. En fait, c'est la ville qui est au milieu des États-Unis, géographiquement. Et donc, c'est sur cette ville que Google Earth est centré. Et donc, c'était un petit journal, c'était fait par 3 étudiants qui adoraient Django Reinhardt, d'où le nom. Et donc, en fait, comme ils étaient dans le monde du journalisme, ils avaient une contrainte, effectivement, c'est que l'actualité n'attend pas. C'est très bien de faire le meilleur article ou le meilleur mini-site pour les Jeux Olympiques ou Kim Jong-un qui a décidé de lancer un missile, mais si vous l'envoyez 15 jours après l'actualité, ça n'a plus aucun intérêt. Ce qui est important, c'est que ce soit sorti très vite. Donc il faut tenir les délais, donc des outils extrêmement productifs pour aller au plus vite. Et là a été utilisé donc, de ce fait par de très nombreux journaux qui l'ont pris. Donc Le Guardian, Libération, 20 minutes sont... Je crois qu'il y a 20 minutes, c'est uniquement le site mobile, en tout cas il y a quelques années. Des startups, donc effectivement là on trouve beaucoup de startups connues, Indiscus, Instagram, Pinterest, Google pour App Engine, YouTube aussi, et alors il n'y a pas en Django mais en Python. Et donc Green Bureau. Crème CRM, donc c'est si vous cherchez un CRM tout fait. Et des grands comptes, bon effectivement, une partie de Mozilla, côté backend évidemment, est fait en Python, ainsi que la NASA ou National Geographic. Donc le contrat de base de Django, je dirais pour un framework web c'est un petit peu normal, mais c'est juste, vous envoyez, enfin, je reçois une requête HTTP, ça c'est pas Django qui s'en sert, parce que c'est même effectivement formalisé plus bas au niveau de Python, via ce qu'on appelle WSGI, et il va retourner une requête, une réponse HTTP. Tout le reste, derrière, en fait, est complètement optionnel, bien que ce soit présent standard, mais si vous décidez que vous n'avez pas besoin de ORM, vous n'avez pas besoin d'internationalisation, que vous décidez de remplacer les templates fournis en standard par autre chose, vous pouvez vous en passer. Donc le pattern, en fait, derrière ça, c'est loose coupling type question, donc effectivement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les composants. Alors, moi, quand j'ai comme vu pour la première fois Django, qui date de 2006 environ, il est sorti quasiment en même temps que Symfony. Et bon, à l'époque, Symfony, comme ROR, était complètement monolithique. Mais j'ai vraiment abandonné Symfony quand Symfony 2 est sorti. Parce que bon, la promesse à l'époque de Fabien Potentier, c'était effectivement de réussir à faire ça et d'avoir que des modules qui étaient complètement découplés. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui, hein, ça fait pratiquement 8 ans que je n'ai pas fait une seule ligne de Symfony. Mais bon, à l'époque, en tout cas, moi j'avais voulu réutiliser pour un petit projet où j'avais juste besoin de la libre des formulaires, les CFForm. Et bon, donc j'avais voulu partir sur les CFForm 2 avec Symfony 2. Et en fait, bon, j'étais arrivé à remettre tout le framework quasiment. Impossible de sortir juste les formulaires sans avoir tout le framework derrière. Donc ça, c'était... Enfin, à l'époque, j'avais trouvé ça extrêmement dommage, et en plus, ça allait, me semble-t-il, à l'encontre de ce qu'il avait cherché à faire. Donc la configuration est explicite et simple. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Python est très très bien pour faire des langages de DSL. Donc en fait, c'est des domaines specific language. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire une sorte de sous-langage, en fait, simplifié, pour décrire. Donc c'est très très bien pour faire de la configuration. Ça vous évite effectivement d'avoir fait de la configuration en INI ou en YAML ou en XML, plus effectivement XML. Et ça, l'avantage, c'est que ça reste du Python, donc vous pouvez éventuellement y mettre un petit peu de dynamisme s'il y en a besoin. Donc c'est un framework full stack. Donc là aussi, battery include, donc on a tout ce qu'on veut, de base, enfin, tout ce qui est nécessaire en tout cas. Alors il se dit MTV plutôt que MVC, donc dans le sens où il considère que c'est Django le contrôleur. Et donc MTV, c'est Model Template View, c'est ce qui va vous proposer. Django, lui, le contrôleur qui va vous amener jusqu'à la view. Via un routing URL, donc vous avez un fichier d'URL, et vous dites que telle URL va matcher telle view, enfin, telle fonction de view. Donc il y a un ORM, du templating, ça gère l'internationalisation de base, des generic views, donc en fait de base il y a des views pour dire je veux trier par date, je veux trier par catégorie, par tag, etc. Sans avoir à l'écrire elle-même, à partir du moment où évidemment ça suit un modèle. L'authentification et une admin. Très grande attention à la sécurité. Donc les mots de passe sont hachés avec des algorithmes forts,
et qui évolue à chaque version. Donc on va augmenter le nombre d'itérations, par exemple, ou changer carrément d'algorithme. Donc actuellement, on est en bcrypt. Ça change très régulièrement en fonction des améliorations de la matière. Donc protection, bon, ça c'est assez classique, mais contre les injections SQL si on utilise ORM, et protection contre les XSS dans les templates. Donc il est extensible. Donc il y a la notion effectivement d'app réutilisable, mais on peut aussi, si on a besoin de fonctionnalités en Python, mais qui n'est pas forcément vocation à exposer une view, n'importe quel package Python. On a un site de référence qui est Django Package, il y a PyPy donc pour tous les modules Python, et GitHub. Donc je lui disais, pas de syntaxe en YAML ou en XML. Là, un exemple de models. Donc on importe les modèles. Alors, en Python, effectivement, on utilise beaucoup les espaces de nom. On importe le user, parce que je vais le réutiliser tout à l'heure, effectivement. Donc là, en même temps que je voulais décrire un livre, en fait, donc je vais décrire son auteur en disant qu'il a une clé vers le modèle user, il a un titre, donc je décris quelques propriétés du titre, y compris s'il a un index, par exemple, un extrait, la date de publication, donc c'est un date field, et s'il est available avec un boolean field. Donc il y a à peu près tous les types de modèles, de champs de formulaire. L'ORM permet de faire des trucs assez sexy quand même. Donc simple, on récupère tout, on récupère le nom d'objet, on récupère un objet avec l'APK, mais on pourrait mettre tous les champs évidemment qui sont disponibles sur le modèle. Et bon, si on veut, on peut aller très très loin. Donc je vais récupérer tous les objets en les distinguant par emails, avec toutes les jointures qui sont, mais seulement sur un niveau. Si j'avais pas mis depth égale 1, ça aurait récupéré toutes les jointures. Je veux seulement ceux qui sont staff, dont l'email contient domain, et j'exclus ceux qui s'appelleraient John Doe, et je les trie par date de jonction, et j'en veux 3. Voilà. On peut aller loin comme ça. Et donc évidemment, en plus, on peut les grouper, les filtrer, et les chaîner. Les templates, donc, ils sont volontairement simples pour éviter effectivement que les gens se mettent à coller du modèle au plein milieu, comme on peut le faire en PHP. Sécurisé, comme je dis tout à l'heure. Ça permet aussi de les confier aux graphistes pour qu'ils fassent la mise en forme eux-mêmes s'ils connaissent le HTML. Bon, extensible, c'est-à-dire que si on a besoin effectivement de quelque chose qui n'est pas en standard, on peut rajouter ce qu'on appelle les template tags. Et bon, pour la petite histoire, effectivement, Twig, c'est un copier-coller en fait en PHP. Donc s'il y a des gens qui ont déjà fait du Twig, effectivement, ils ne seront pas dépaysés, ça ressemble beaucoup. Donc le principe, en fait, c'est pourcentage accolade. Hein. On a des if, on a des for, on veut afficher une variable. Donc les formes, c'est pareil, hein, c'était même aspect que les modèles, syntaxe déclarative à nouveau, et bon, c'était pareil, Symfony les avait pompés en Symfony 1.2. Donc le principe est toujours pareil, hein, effectivement on a une syntaxe déclarative, on déclare les formes, etc. Je détaillerai un petit peu après pour un modèle form. Donc un modèle form, c'est un modèle, c'est un form mais qui est lié à un modèle, donc ce qui est en général ce qu'on fait hein, pour simplifier la vie. Donc là on importe les formes, on importe les modèles, on importe le model book évidemment. Et donc là on va dire qu'il est lié dans la classe meta, que ce formulaire pour le livre est lié au model book. On décrit quels sont les fields qu'on va afficher en forme. Là ça serait l'initialisation, donc pour l'afficher le formulaire ou pour une fois qu'il était bindé. On va passer ici, donc ce qui va nous permettre d'associer le user. Comme ça on est sûr de passer le user. Donc là ça c'est la façon de faire des super, hein. Enfin d'appeler la classe parent. Et pour un save, par exemple, en fait, ce que j'ai fait en mettant le user ici, c'est que ça me permet effectivement de l'associer au moment du save. Un truc qui est sympa en Python, effectivement, c'est arg, zk, un petit peu dépaysant comme ça. On n'est pas obligé de spécifier tous les arguments. Donc on peut même carrément effectivement les mettre comme ça. Et l'avantage, c'est que quand on fait ça, par exemple, et qu'on avait, en fait, l'init, il va prendre 12 ou 15 arguments, en fait. Mais l'avantage, c'est que si je veux spécifier le 12e, je ne suis pas obligé, contrairement par exemple à un PHP, à spécifier les 11 précédents. Je peux juste spécifier le 12e. Donc ça m'évite effectivement de taper trop de texte, toujours. Essayer d'être concis et efficace. Donc dans la view, effectivement, c'est ce qui fait la jointure entre une URL et un template. Ça doit jamais être plus long que ça. Hein. Enfin, ça c'est vrai d'ailleurs dans tous les frameworks. Mais une view, effectivement, ça doit juste prendre, en gros, est-ce que je suis en train de poster ou est-ce que je suis en train d'afficher? Si je poste, je bind le formulaire avec les données que j'ai postées, je vérifie qu'il est valide,
Bon, j'ai pas fait le else, parce que sinon c'est un peu long. On le save, et si c'est sauvé, on fait une redirection, parce qu'on est propre, on va pas rafficher la page pour éviter que les gens repostent les données si jamais ils font F5. En faisant donc le nom de ma view, je lui dis que je vais faire l'inverse. Sinon, je l'affiche, ça c'est l'état de départ, en lui disant tu me rends la page avec la request, donc ça permettra de récupérer les arguments de la request dedans, avec le template et les arguments à passer au template. Dans le template, donc on retrouve la syntaxe que vous avez vue tout à l'heure. En fait, si le form a des erreurs, hop, on lui demande d'afficher, on boucle sur les erreurs générales, et ensuite on affiche le formulaire. Bon, on peut détailler évidemment si on veut chaque champ du formulaire, enfin pour aller vite, là je juste lui dis, tu me l'affiches comme une liste, ça suffit. L'admin, c'est un composant optionnel mais extrêmement intéressant et très puissant par rapport à l'admin, en tout cas de Symfony. Je vous dis que je ne connais pas la V2 vraiment. Mais l'admin Symfony était une killer feature, en tout cas, à l'époque. Et l'admin de Django, elle est à plusieurs niveaux en termes de fonctionnalité. Tant que, effectivement, c'est pas trop le design qui vous intéresse, en termes de fonctionnalité, et notamment quand on veut effectivement tester une idée, bootstrapper, etc. rapidement, on peut faire le site quasiment entièrement avec de l'admin. Ça va très très vite. Et ça permet effectivement de tester des idées très simplement. Ou dans le cas initial des journalistes, en fait l'idée c'était que on met en place les models, on lance l'admin, les journalistes remplissent avec l'admin, parce que l'admin elle est prête 2-3 heures après, pendant que le graphiste, lui, design le front-end. Ça permettait de paralyser les tâches. Et donc d'être prêt alors que l'information est encore chaude. Donc contrairement effectivement à un des gros défauts des frameworks PHP, c'est que la première chose que fait un développeur PHP quand il crée un framework, c'est de créer son propre coding standard déjà, histoire de ne pas être compatible avec tous les autres. Donc est-ce que je veux 2 caractères, 2 espaces ou 4 espaces de tabulation? Est-ce que les accolades sont sur la même ligne ou sur la ligne d'en dessous? Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il commence à inventer un système de package, parce que pendant très longtemps, en tout cas, PHP n'en avait pas. Donc il fallait créer son propre système à soi, qui évidemment est incompatible avec tous les autres. Python n'a pas besoin de ça, Django n'a pas besoin de ça, parce que Python le fournit de base. Et donc effectivement, on peut utiliser n'importe quel Python, n'importe quel module, je vais y arriver. Bon, là c'était une petite blague. En fait, il y a un module qui dit d'importer des accolades. Et si on essaie de l'importer, il vous répond, pas possible, il n'y aura jamais d'accolade en Python. Voilà, alors un des principaux points faibles, c'est effectivement qu'il est beaucoup moins connu que Symfony ou même Aurore. On a une petite communauté française, alors je ne sais pas comment ça se fait qu'il y ait des Français qui se retrouvent là, ça doit être en balade au moment où la photo a été prise. Mais bon, effectivement, une petite communauté pas très nombreuse, mais très efficace et très sympathique. Alors, un des points faibles qu'on sort souvent aujourd'hui, effectivement, c'est dans les confs, c'est ouais, mais il y a Node et il fait tout en async. Alors pour moi, d'abord, la plupart du temps, effectivement, vous n'avez pas besoin de faire de l'async. Non pas que ce soit pas quelque chose d'important, mais c'est important de faire de l'async dans les parties qui en ont besoin. Comme je disais, vous faites une infra, vous allez optimiser les parties qui en ont besoin, et les parties qui n'en ont pas besoin, vous le faites en classique parce que ça va aller plus vite, et de toute façon, ça sera suffisamment rapide. Après, quand vous avez besoin de faire de l'async, effectivement, il y a des choses en Python. Donc, en standard, dans Python 3, 5 et plus, il y a Async.io, donc qui est assez low level, donc qui reprend effectivement à peu près tout ce que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Si vous êtes feignant, et que vous avez un petit peu de chance sur votre code, il y a la solution de faire du JEvent. Donc JEvent, c'est une librairie en fait, qui va faire ce que fait... alors, il n'y a pas Node.js, en fait, le vrai travail d'async, en fait, il n'est pas fait dans Node.js, il est fait dans libUV, qui est la librairie qui est en dessous en fait, de Node.js. Et en fait, JEvent est une librairie concurrente, en fait, qui fait à peu près la même chose aussi, c'est-à-dire que il va effectivement optimiser pour les IO. L'avantage de JEvent, c'est qu'on peut JEventiser son projet, simplement en important JEvent, et on n'a pas à changer de code. C'est-à-dire qu'on écrit du code qui est bloquant, et JEvent se démerde derrière lui pour attendre aux endroits où il faut. C'est-à-dire que quand il voit qu'il y a une IO, il va splitter le thread, il va dire s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, tu peux utiliser, parce que là pour l'instant j'attends que mon fichier arrive. Et donc effectivement ça va permettre de garder une écriture et tout son code qui est écrit de façon classique, mais sans avoir à le réécrire. Tornado, qui est spécialement plus pour le web. Tornado, en fait, c'était un truc qui avait été fait par une startup qui s'appelait Friendfeed, qui a été rachetée par Facebook. Donc on n'a plus jamais entendu parler de Friendfeed. Mais la boucle Tornado
est resté et est tout à fait efficace. Et puis il y a le vieux de la vieille qui est Twisted. Donc Twisted, ça existe quasiment depuis que Python existe. Et ça fait de l'async, mais c'est très très low level et très très spécial. Alors le problème de ça, c'est que c'est pas du Django en fait. Si vous voulez faire du Django, avec Django Indice, il commence à y avoir des choses qui arrivent direct. Donc un truc qui s'appellera Django Channels. Et l'idée effectivement, c'est d'intégrer directement toutes ces notions dans Django. Dans tous les cas de figure, en fait, il faut penser à infra et il faut faire un petit graphique, un petit crowbar derrière. Ce qui est important aujourd'hui, quand vous faites un site, en fait, voilà, il y a des parties. Vous allez avoir, admettons, je sais pas, vous avez un chat. Donc là, vous avez besoin de real time, vous avez besoin de choses qui vont directement. Donc là, on va communiquer en WebSocket. Donc là, par exemple, donc chez moi là, on met du Tornado et derrière, les gens vont faire la requête classique en bloquant avec Django. La difficulté, c'est de faire communiquer ce petit monde-là, en fait. Donc typiquement, votre Django, quand il a besoin de faire une tâche lourde, il va l'envoyer à un async, par exemple. Donc Celery, c'est un composant qui qui fournit des workers, qui va traiter vos données. Donc, par exemple, encoder une vidéo, une chose un petit peu lourde, faire du scrapping, tout ça. Quand il a fini, il informe Redis, donc qui est une sorte de même cache améliorée, et il va alerter le Tornado, par exemple, qui lui dira, effectivement, vous êtes arrivé, vous avez téléchargé 12 factures sur 13, 13 factures sur 13, etc. Donc par ce biais-là, vous avez toute la puissance et la performance et l'efficacité du web synchrone, qui est quand même classique et pratique. Et puis quand il y a besoin, en fait, on se focalise sur la partie qui est la plus nécessaire, où c'est nécessaire. Pour le développement, c'est assez simple en fait. En Python, il y a un serveur web intégré, donc même pas besoin, de faire 3 imports, en fait, il suffit juste de démarrer. SQLite est supporté en standard, donc effectivement Django, on lui dit de générer à partir du modèle le modèle de données qu'on importe dans SQLite. On lance le serveur intégré. Le serveur intégré va redémarrer à chaque modification du code, donc il surveille en fait un petit peu ce qui se passe. Pour contrôler ce qui se passe, donc tout à l'heure on parlait, c'était avec Mathieu mais qui est parti. On a parfois 2000 requêtes dans une page quand on a travaillé avec l'ORM comme un cochon et qu'on n'a pas fait attention aux jointures. Donc un des outils les plus pratiques, c'est Django Debug Toolbar, qui effectivement, lui pour le coup, c'est le portage de Symfony, donc ça marche dans les deux sens, et qui surveille donc le nombre de requêtes SQL, les requêtes SQL et qui en affiche le nombre, les templates utilisés, permet d'afficher les logs si vous avez mis des messages dans les logs, etc. pour débugger plus vite. Qu'est-ce que tu entends par portage de Symfony ? En fait, Symfony avait la debug toolbar depuis 2005 en fait, et donc un jour il y a un dev qui a décidé de la porter de Symfony en Python. J'ai dit plusieurs fois, donc effectivement, les gens de Symfony ont beaucoup pompé Django, mais Django a aussi pompé Symfony. Ça marche dans les deux sens. Alors déploiement, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Contrairement à PHP, on ne peut pas se contenter d'avoir un FTP où on baigne son code et puis basta. Donc le setup typique, là on retrouve effectivement Nginx. Unicorn, donc qui va être un serveur d'application, donc qui remplace effectivement le serveur intégré. Et puis PostgreSQL comme backend. Et puis d'autres choses si vous voulez mettre des trucs un peu plus ésotériques. Trouver de l'info et du support. Donc il y a une channel IRC, la Django FR, donc qui a traduit toute la doc du site officiel qui est très très complète, mais qui, si vous la voulez en français, avec un petit forum et une mailing list. Et puis il y a les Django Kong, donc qui sont un événement annuel français. Alors il n'y a pas de faute, c'est bien Django Kong parce que c'est des Marseillais qui l'ont créé. Donc c'est pour faire une petite blague à la part. Et voilà. Donc en fait, pour moi, ce qui est important, effectivement, c'est on est là pour produire du code rapidement, rapidement, et si possible le site, votre machine rapidement. Mais vous serez toujours plus le bottleneck que la machine. Donc ce qui est important, effectivement, c'est d'arriver à optimiser cette productivité. Et donc effectivement, utiliser des outils qui ont tout fait pour ça. Donc vous tapez peu de code. Vous tapez peu de code parce qu'il n'y en a pas besoin. Vous tapez peu de code parce que le code est court. Et quand vous avez besoin de relire ce code, en plus, il est facile et simple et agréable à relire. Je vous remercie.